Les conditions pour l'euthanasie, c'est qu'on ait des souffrances physiques infinies et qu'aucun traitement n'existe. Si je n'ai pas la possibilité d'aller aux Pays-Bas, alors il n'y a pas de traitement possible en Belgique. Alors, suivant la loi, j'ai droit à l'euthanasie. Mais il y en aura d'autres après moi. Les gens doivent se rendre compte que lorsque vous internez des gens et qu'ils ont commis un délit sexuel, aidez-les. Aidez-les à vivre avec cela. Mais laissez simplement quelqu'un derrière des portes fermées. Avec ça, on n'aide personne. Ni la personne elle-même, ni la société, ni la victime. Je ne me sens plus un homme. Cette voix qui transperce l'écran de la télévision flamande a la monotonie résignée, monocorde, sans haine, ni rage. Et ces yeux qui l'accompagnent, embués de larmes, éteints, vides de toute énergie, sont ceux de Frank van den Bleeken, 50 ans. Son statut, interné. Ses actes, abominables, meurtriers. Plusieurs agressions sexuelles commises sur des jeunes femmes dont l'une y a laissé la vie. Ce qui n'appelle aucun état d'âme, aucune sollicitude, me direz-vous. Oserait-on du reste l'appeler Frank? Son état mental est pourtant à ce point troublé qu'il ne peut contrôler ses actes. Motif pour lequel il est sous le coup d'une mesure d'internement, c'est-à-dire une alternative à l'emprisonnement, ou en d'autres termes, légaux, une mesure de sûreté destinée à la fois à protéger la société et à faire en sorte que soient dispensés à l'interné les soins requis par son état en vue de sa réinsertion. Mais il y a loin de la coupe aux lèvres, de la loi aux actes. Frank a et aurait tout accepté, mais il est là, à croupir dans l'annexe psychiatrique d'une prison ordinaire près d'Anvers. Rien ne lui était proposé, rien qui puisse répondre à ses besoins, le guérir, ou à tout le moins le soulager tant soit peu du mal intérieur qui le ronge, mal encore accentué par des éclairs de lucidité, car il le sait, depuis son premier jour d'enfermement. S'il sort, il recommencera. Or, il ne veut plus faire de mal. C'est ce pourquoi il n'a jamais demandé, ni même envisagé, sa libération, fût-ce à long terme. Jugeant ses souffrances inapaisables, ce calvaire, cette guerre interne, cette survie mentale impossible à endurer, il demande son euthanasie, laquelle échoue, faute de médecins persuadés que toutes les possibilités thérapeutiques ont été épuisées. Sage prudence médicale, puisque finalement, Frank trouve aux Pays-Bas un établissement de soins adapté, de Pompestichting, conçu pour accueillir des délinquants sexuels dans le cadre de longs séjours, Langdurig Forensisch Psychiatrische Zorg, dont le pendant n'existe pas en Belgique. Mais ces derniers espoirs ravivés vont vite voler en éclats, parce qu'un procureur écarte d'un prompt revers de main cette solution, suivie en cela par la commission de défense sociale, chargée de statuer sur son cas. En instance, demande de soins rejetée. Circulez, il n'y a plus rien à dire. Bis repetita en degré d'appel. En raison de quoi Frank a signé à l'État belge pour le contraindre à accepter son transfert salvateur, ou à défaut, sa demande d'euthanasie. J'espère que vous êtes tous assis, mesdames et messieurs. La ministre de la Justice a proscrit l'option thérapeutique et privilégié la mort de Frank. Non pour votre transfert, d'accord pour votre euthanasie. Suprême justification alléguée, on ne peut faire de cette faveur un précédent. Après, nous affirme-t-on, on verrait des détenus, des délinquants sexuels, demandant à être extradés au soleil. Par quelle contorsion légale
et létal, un État de droit, peut-il décider de la mort d'un de ses citoyens qui ne demandait qu'à vivre autrement, c'est-à-dire dignement, en se soignant différemment? Le triste destin de Franck pose triplement question. Comment peut-on accueillir la demande d'euthanasie réfléchie et volontaire, comme le prescrit la loi belge, d'un malade mental, paradoxalement irresponsable de ses actes sur le plan pénal? Comment peut-on qualifier d'inapaisable ces souffrances psychiques quand un établissement de soins frontalier se propose d'en alléger le poids? D'insupportable quand lui veut bien les supporter ailleurs? Comment l'État belge peut-il parler de pathologie incurable sans fournir un seul établissement de soins ad hoc pour les délinquants sexuels, qui plus est lorsqu'ils sont définitivement affectés d'un trouble mental? Tout cela pour servir quel but? Pour bafouer la vie. Des signes de régression furent hélas déjà observables, pour ne pas dire annonciateurs. J'en veux pour preuve les derniers développements législatifs en Belgique en matière d'euthanasie, au bénéfice des personnes souhaitant y consentir par anticipation, en prévision d'une future inconscience, au bénéfice des personnes souffrant d'une lourde pathologie ou des handicaps non mortels. Et depuis février 2014, fait unique et paradoxal au monde, au bénéfice de mineurs soi-disant capables de discernement. Mais ici, mesdames et messieurs, nous assistons à la plus grande des régressions, car en retirant la vie de force à celui qui veut vivre, même dans la douleur, en ôtant la vie à un prisonnier qui s'accroche à elle depuis 30 ans, à un patient, pardonnez-moi de le préciser, comme Franck, à un malade, ni mourant, ni même guetté par la mort. Oui, on piétine sa vie au lieu de la protéger. Oui, la Belgique achève ainsi de piétiner ce que nous avons de plus sacré et de plus précieux, notre droit le plus indérogeable, notre valeur la plus intangible et inconditionnelle, la vie. Après en avoir été l'orgueilleux porte-étendard, après en avoir combattu des décennies durant la négation même, la peine de mort, c'est ce même châtiment capital qui, sans oser porter son nom, est ici, en Europe, rétabli. La lâcheté terminologique, jointe à l'abomination étatique. Vous entendez bien, un crime légal qu'on avait chez nous presque oublié. Est-il besoin de le réaffirmer? Dans l'ordre des droits sauvegardés par la Convention européenne du 4 novembre 1950, le droit de vivre les devance tous. Le droit de vivre est plus cher que tous les autres et les permet tous. Le droit de vivre à deux, en famille ou en société. Le droit de vivre dans la dignité et dans l'intimité. Faut-il faire mon pays, berceau des droits de l'homme, aux allures modèles, l'affront de lui rappeler qu'il s'est engagé à l'appliquer comme toutes ses juridictions, en récusant au besoin ses propres lois, et qu'il a ratifié, le 23 juin 2003, le protocole additionnel relatif à l'abolition de la peine de mort, précédé de cet incipit majeur, convaincu que le droit de toute personne à la vie est une valeur fondamentale dans une société démocratique et que l'abolition de la peine de mort est essentielle à la pleine reconnaissance de la dignité inhérente à tout être humain. Bien plus encore, tout État doit non seulement s'abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, et prendre toutes les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction, mais doit encore
assurer ce droit en dissuadant de commettre des atteintes contre ces personnes? Dois-je avoir le déshonneur de rappeler à ma Belgique ce b.a.-ba jurisprudentiel martelé par la Cour européenne dans l'arrêt Kinam contre le Royaume-Uni en 2001? Ni la Convention européenne des droits de l'homme, ni les lois nationales ne sont des poupées vaudou que l'on peut manipuler ou rudoyer à plaisir et transpercer d'un seul coup de canif au mépris de tout ce qui nous fonde et nous caractérise, l'humanité et non l'animalité. L'humanité désigne à la fois le genre humain dans sa totalité. L'humanité, c'est aussi un sentiment de compassion. C'est tous ou personne. S'il est un mot qui exclut l'exclusion, c'est bien celui-là, disait un confrère avisé. Quel odieux message délivrons-nous? Délivre ceux qui parlent en notre nom lorsque la fraternité est défaillante ou inexistante à l'égard des délaissés, des parias sociaux, le fussent-ils en vertu d'un procès équitable. Plus grande est la difficulté d'un homme, plus importante doit être l'aide que de lui fournir la société. Aider, assister et soutenir, et non point épurer, purger, exclure, bannir. Favoriser la résilience des victimes et des internés en grande souffrance, et non point leur élimination mortifère. Cette fraternité est notre ciment, le cœur qui fait battre, vivre notre état de droit, l'ADN de notre cité, de nos démocraties, l'oublierait-on? Jamais, jamais une mort évitable, et donc toujours injustifiable, ne doit nous indifférer. Surtout pas la mort ô combien inévitable et prétendument acceptée d'un homme sous l'empire d'un mal que ne domine ni son corps, ni son esprit, et pour cause, puisque son âme, siège de toute pensée, moteur de toute action, est ébranlée, dévastée, déréglée. À l'heure où je plaide devant vous, sa dernière heure est arrivée. Frank van den Bleeken a reçu une permission de 48 heures pour disparaître définitivement. Voilà pourquoi je plaide encore et encore, et il en est encore temps, pour empêcher ce crime organisé, légalisé, déguisé, étatisé. Ce suicide assisté et planifié, le sien, celui d'un homme seul et mal, et d'une démocratie aveugle, démissionnaire, coupable de non-assistance à personne en danger de mort. Nous sommes parfois aveugles. Nous faisons un usage pervers de notre raison quand on humilie la vie. L'homme a cessé de se respecter lui-même quand il a perdu le respect qu'il devait à son semblable. Puisse la lumière de José Saramago, jetée au monde en quelques mots, lors de son discours de réception du prix Nobel, dessiller nos yeux aveugles et nous faire voir notre injustice, afin que la vie, et donc l'espoir, ne déserte pas les champs clos de notre misère sociale. Merci de votre attention. Maître Dossi qui clôt donc ses plaidoiries pour ce matin. Je vous donne rendez-vous en début d'après-midi, 14 h, pour la suite de ce concours. Merci.